Quand on parle des fous, on parle toujours des psychotiques. On parle toujours des gens qui perdent contact avec la réalité. Mais quand on parle des autres sortes de fous, ce qu'on peut appeler les pervers en langage freudien, qui pervertissent la nature, comme par exemple les psychopathes, les sociopathes, on a plus tendance à parler d'eux comme des criminels, mais justement, pour revenir à Freud, en fait, l'axe fondamental de la névrose, c'est entre la perversion et la psychose. Et donc, qui sont ces pervers? Ou plutôt, qui sont ces psychopathes? Parce que c'est un synonyme. Puis il faut comprendre pourquoi c'est un synonyme. Comme je viens de dire, la perversion, c'est essentiellement une façon de détourner. Donc, c'est un peu comme, mettons, la séduction. C'est d'où ça allait, ça veut dire détourner du chemin. Et donc, ce qu'on témoigne en voyant un psychopathe à l'œuvre, c'est un peu le contraire du laisser-aller. On pourrait définir essentiellement l'axe de la névrose comme un trop laisser-aller ou un pas assez laisser-aller. Et donc, c'est comme un peu le contraire d'être zen, être psychopathe. Et donc, c'est comme un peu imposer sa volonté sur le réel, tenter de le mater. Et donc, pas une déconnexion du réel comme la psychose l'est. Et c'est important à comprendre parce que dans le fond, une autre façon de parler d'eux, c'est un peu de parler de prédateurs. Et donc, quand on dit des choses comme, tu sais, plus jamais une femme ne sera tuée, ça veut un peu rien dire. Parce qu'on est comme un peu en train de dire, on va éliminer les prédateurs. Or, on ne peut pas éliminer les prédateurs. Les prédateurs font partie de la vie. Ils sont l'extrême. Mais il faut aussi comprendre que dans certains traits psychopathiques, on retrouve par exemple le chirurgien qui a une capacité à avoir cette espèce de manque d'empathie qui lui permet de prendre un scalpel, d'ouvrir une personne et de lui sauver la vie. Et donc, il ne faut pas voir uniquement les traits pervers comme des traits uniquement négatifs, pareil comme il ne faut pas voir uniquement la capacité de déconnecter comme un psychotique, de rêver, comme négatif. Et donc, ça revient un peu à la dualité Toltec. Il y a deux sortes d'êtres humains, il y a deux grandes tendances, le chasseur et le rêveur. Et on est tous les deux, différentes proportions, mais négliger l'un, voir l'un comme une victime et l'autre comme le méchant, c'est un peu réducteur, c'est plus complexe que ça. Et on a besoin des deux. Et donc, ça me fait penser à une anecdote. Tu sais, ils ont parlé récemment l'avocat du gars qui est soupçonné pour Cédrica Provencher, il est sorti, puis il a comme dit, regarde, il y a une espèce de relation toxique entre la police et lui depuis le début. Et bon, il y a plein de petits problèmes, comme par exemple, sur le line-up, les témoins l'ont pas identifié. Même un des témoins, son témoignage était tellement loin de la description de ce fameux suspect-là qu'ils l'ont ignoré. Ils l'ont même pas mis dans le line-up, tellement qu'il était loin de sa description. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu problématique ici, c'est-à-dire, il risque de gagner son procès, ce suspect-là. Mais l'affaire, c'est pourquoi que la police est autant convaincue que c'est lui. Bien, mon hypothèse, c'est parce que c'est un psychopathe. Ou un sociopathe. C'est un peu pareil. La différence entre psychopathe et sociopathe, c'est essentiellement un psychopathe, c'est une personne qui a des facultés affaiblies à ressentir de l'empathie pour les autres, mais d'un point de vue un peu plus biochimique. Donc, ça peut être génétique, ça peut être un accident, ça peut être une partie du cerveau qui marche mal pour différentes raisons. Tandis que le sociopathe, c'est pas vraiment qu'il y a quelque chose de biochimique qui marche pas. C'est, tu sais, on revient à la fameuse dualité anthropologique de l'inné et l'acquis. C'est plus qu'il y a quelque chose qui a été acquis, un trauma, etc. Donc, plusieurs traumas, une personne qui a été battue, une personne qui a été maltraitée par ses parents. Ils peuvent un peu plus vivre des choses comme de la honte, mais à cause de leur trauma, ils se sentent justifiés. Donc, bref, si cette personne, comme je le suspecte, est psychopathe ou sociopathe, pervers, peu importe, ce que ça l'a fait comme relation, c'est que quand la police a dit « Hey, je pense que c'est toi », il a dit « Non, fuck you, tu le prouveras jamais ». Et c'est devenu une espèce d'escalade de provocation. Mais malheureusement, les preuves vont pas vraiment dans ce sens-là. Du moins, c'est ce qu'à date, les experts légaux semblent dire. Donc, on est dans une situation où il risque d'avoir que ce suspect-là va gagner le procès à cause qu'il manque de preuves. Et donc, la raison pour laquelle les policiers sont autant énervés, ben c'est un peu la même raison pour laquelle les narcissiques puis les troubles de la personnalité limite ressemblent à des psychotiques.
C'est-à-dire que les paranoïaques, qui sont très présents chez les policiers parce qu'ils chassent des psychopathes et des sociopathes, donc qui ont tendance à être un peu paranoïaques, à voir des indices partout, ben ils sont dans le même axe. Donc, autrement dit, le paranoïaque va vers la perversion, un peu comme le narcissique va vers la psychose. C'est juste des états moindres. Et donc, en tant que groupe, la police, qui ont une tendance paranoïaque, c'est-à-dire une tendance un peu sociopathique, perverse, de vouloir détourner puis manipuler le réel, puis le mater, puis le contrôler, et ne pas laisser aller les tendances naturelles, ce qui est correct, c'est une question d'équilibre, ils font leur job, il n'y a pas de problème là-dessus. Je fais juste parler des archétypes ici, je fais juste en train de dire, si on regarde les deux grandes tendances, le psychotique puis le pervers, bien, les policiers sont plus du côté de la perversion. Même si peut-être ce mot-là est galvaudé, il faut encore une fois comprendre ce qu'il veut dire. C'est un peu comme le séduire, le séducere, c'est le détournement du réel, c'est pas une déconnexion du réel comme le psychotique. Et donc, si toute cette escalade-là vient juste de conflit de personnalité, bien, raison de plus de prendre le temps de bien considérer le fait que les psychopathes existent et que tu ne peux pas assumer par défaut que la personne est coupable parce qu'elle est psychopathe. Parce qu'elle va te provoquer pareil. Elle va envoyer chier la police pareil pour d'autres raisons. Parce qu'elle veut contrôler. Puis elle veut contrôler même les policiers. Ça ne veut pas dire que c'est elle la coupable. Et donc, encore une fois, pour conclure, c'est très important de comprendre que les psychopathes, on ne pourra pas s'en débarrasser. Ils font partie de la nature. On va pouvoir créer effectivement des sociétés où ils vont avoir moins tendance à vouloir agir, où ils vont être moins traumatisés, ils vont moins vouloir se venger. Donc, une société un peu plus idéale. Mais même les sociétés les plus, comment dire, éduquées à ces choses-là, comme mettons le Japon, où c'est extrêmement mis de l'avant de ne pas être comme ça, de suivre le code, tu vas quand même avoir des individus déviants. Et ça, c'est la nature même du spectre, du continuum, du phénomène humain. Et donc, les gars, là, qui violent des filles, là, la nuit, whatever, là, c'est pas parce qu'ils savent pas, là. C'est pas parce qu'on les a pas éduqués, c'est pas parce que les jeunes hommes n'ont pas reçu l'éducation nécessaire. C'est parce que c'était des psychopathes. Et donc, une fois que tu considères et que tu acceptes le fait que les psychopathes existent, tu es aussi obligé de mettre des mesures de sécurité qui en tiennent compte. De là, l'importance fondamentale de les comprendre et de comprendre leur place. Parce qu'ils sont des prédateurs, puis c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent toujours chasser. Toujours. Et donc, juste dire « Ah ben sois gentil », ça marche juste pas. C'est naïf.